Mais Nîmes, c'est une ville de football. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et elle est nîmoise, cette ouverture du score dès la 9e minute de jeu. Équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison. C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez toute rouge, c'est assez rare dans le foot français. Il y a un amour immodéré pour ce club. Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent, donc c'est magnifique pour nous joueurs, c'est super. Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission du 11 de Nîmes, le 11 de Nîmes, le podcast désormais sur les canaux du 11 de Nîmes. Aujourd'hui c'est un podcast tout à fait spécial puisque nous allons recevoir un invité qui est actuellement au Nîmes Olympique et je vous laisse la surprise après mon tour de table. Avant de commencer ce tour de table pour cette nouvelle émission, je vous rappelle que vous pouvez suivre le 11 de Nîmes, le podcast sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et nos podcasts également sur Apple Podcast, Google Podcast, sur notre site internet, sur TuneIn et sur Spotify. Pour ce podcast tout à fait exceptionnel, je laisse la surprise encore une fois. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux fidèles acolytes. Je commence par toi Morgane, honneur aux filles évidemment. Morgane, tu étais déjà sur âge pour le 11 de Nîmes et tu rempiles pour accueillir aujourd'hui le directeur sportif du Nîmes Olympique, Reda Hamache, que l'on présentera tout à l'heure. Morgane, comment vas-tu? Prête à aborder de nombreux sujets avec Reda Hamache? Eh ben bonjour, et ça va très bien, très prête, très... J'ai hâte. Tu as rédigé un joli parcours. Vous verrez ça plus tard. Voilà, tu nous feras ça tout à l'heure. Je ne suis pas seul et Morgane n'est pas seul. Je suis accompagné du fidèle Merlin qui avait déjà officié dans de nombreux podcasts, notamment pour celui de Bernard Blacaré, de Rani Assaf. Tu rempiles jamais 203 Merlin et donc c'est toi aujourd'hui qui va également poser tes questions. Comment vas-tu Merlin? Très bien, toujours aussi heureux d'être là. Un petit peu frustré par le match d'hier, mais on en reparlera. Et oui, on rappelle que Nîmes a perdu, non pas perdu, a fait match nul face à Strasbourg après avoir été en supériorité numérique. On en reviendra tout à l'heure avec vous, Reda Hamache. Reda Hamache, vous êtes l'invité exceptionnel de ce podcast. On a mis plusieurs semaines à vous contacter, vous relancer et on a réussi à finalement vous avoir dans une période où le Nîmes Olympique se bat pour son maintien. Merci beaucoup pour cette venue. Comment allez-vous tout simplement? Et merci beaucoup d'être là. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Plaisir partagé également. Ça fait plus que quelques semaines qu'on en parle. Ça fait déjà quelques mois même. Mais avec grand plaisir que je viens aujourd'hui pour discuter un petit peu, partager un petit peu ma vision. Alors, et rebondir un petit peu sur les différents sujets qui vous animent. Alors, le plaisir est, je crois, partagé par tout le monde ici. Mais je croyais que c'était votre première radio, mais non, vous avez fait d'autres radios, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, mais en tant que directeur sportif du Nîmes Olympique, hormis la presse écrite, c'est la première fois que vous faites un tel exercice. Donc on est très heureux et très honoré de pouvoir le faire. On va évidemment faire un très large détail de tous les sujets qui vous concernent en tant que directeur sportif du Nîmes Olympique, mais aussi en tant qu'homme, évidemment, de votre parcours. Et puis, on étayera tout à l'heure tout ce qui peut vous concerner. Avant de débuter cette émission, je fais un petit sommaire du podcast, qu'on en a l'habitude dans cette émission. On fera un classique tour de la crocosphère avec vous deux, Morgane et Merlin, où on parlera de nombreux sujets, évidemment. Et ensuite, nous enchaînerons donc sur le Nîmes-Strasbourg et les 3 derniers matchs depuis notre dernier podcast avec Rahan et François, et on enchaînera sur Lens-Nîmes, le match de ce week-end, et puis la fin de saison évidemment. Et puis ensuite on passera évidemment au très grand et au très long entretien avec vous, Reda Hamache, durant près d'une heure, où on évoquera tous les sujets possibles et inimaginables, plutôt, par rapport à depuis votre arrivée, puis comme j'ai dit tout à l'heure, votre fonction, votre vision du poste. Beaucoup de choses à dire. Eh bien, on débute tout de suite donc ce podcast avec le fameux tour de la crocosphère. Jingle. Le 11 de Nîmes. Le tour de la crocosphère. Alors, pour ce tour de la crocosphère, je débute par ma petite stat avant de vous laisser
Morgan et Merlin, je débute avec cette stat. Renaud Ripart, 239 matchs, ça vous dit peut-être rien, mais 239 matchs, c'est le nombre de matchs qu'a disputé Renaud Ripart pour de matchs officiels avec le Nîmes Olympique, et il égale un certain Benoît Poulain. Je sais que Merlin, tu apprécies grandement Benoît Poulain, celui que nous vénérons depuis tout petit, évidemment. Donc voilà, c'est une sacrée stat, 239 matchs. Ça paraît peut-être pas énorme, mais dans le football actuel, c'est quand même une preuve de longévité. Et pour Renaud, qui a débuté depuis 11 ans sa carrière, depuis 10 ans sa carrière professionnelle, voilà, c'est petit à petit, il se rapproche d'Anthony Vossalo. Et bon, il est encore loin des 516 matchs, je crois, d'André Cabil, mais voilà, peut-être les 300, on l'espère. Il est encore jeune, Renaud, il peut éventuellement aller chercher René Girard. Ça ne nous déplairait pas, ça. Merlin, je passe avec toi, avec l'info de la semaine qui est arrivée le vendredi 16 avril. C'est Rania Assaf qui dépose son poste d'Iliade. Alors tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est Iliade et je te laisse la parole. Alors déjà c'est une nouvelle dont on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour Nîmes Olympique? Donc vendredi, Iliade, donc le groupe de Free a annoncé le départ de Rania Assaf, qui était directeur général, qui a apparemment donc déposé sa démission. C'est un poste qui quittera fin juin 2021, donc cette année. Le temps on connaît toujours, quand on démissionne, il faut toujours quand même rester quelques temps pour remettre les dossiers aux successeurs. Et donc voilà, il a apparemment de nouveaux projets. Est-ce que c'est le stade des Costières et le Nîmes Olympique, le nouveau stade? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais on a déjà hâte de savoir. Et puis, on espère que c'est une bonne nouvelle pour Nîmes Olympique. Alors justement, on en profite d'avoir Reda Hammaj, directeur sportif du Nîmes Olympique, avec nous. Alors, sans rentrer dans énormément de détails, je me doute que vous n'êtes pas non plus au courant de tout ce qui se passe chez les confrères de Xavier Niel, chez Free, mais tout de même, est-ce que cette démission de Rania Assaf peut changer quelque chose pour vous au quotidien au Nîmes Olympique? Peut-être plus d'implication. On sait qu'il est multitâche, Rania Assaf, que voilà, il aime bien être sur plusieurs fronts. Est-ce que pour vous, ça peut changer quelque chose? C'est un motif peut-être de plus d'implication au Nîmes Olympique, ou ça n'est pas vraiment lié à ça? C'est plus à des projets perso. On parle de projets immobiliers. Est-ce que vous avez plus à dire par rapport à ça ou pas? Bon, déjà, j'ai pas forcément connaissance de tous ces projets personnels qu'il entreprend. Vous avez utilisé le mot implication. C'est vrai que voilà, c'est un mot qui revient, mais très honnêtement, pour vraiment travailler avec lui dans le quotidien, je pense pas que le mot implication soit vraiment le mot le mieux adapté, puisque, comme je vous le dis, j'ai la chance de travailler avec un président qui est vraiment très impliqué dans le club, dans tous les sujets du club. Voilà. Après, sur cette information, c'est tombé vendredi. On s'est croisé au match dimanche, mais c'était pas forcément le lieu ni le moment d'en discuter. Mais ma perception, en tout cas, comme ça à chaud, c'est que je pense que faut plus le percevoir comme quelque chose de positif pour le club plutôt qu'autre chose. Merlin, tu voulais réagir? Et on le voyait juste ce week-end pendant le match. On a vu qu'il a partagé le match avec Keller, avec le président de Strasbourg, et donc pas avec vous. Donc vous n'avez pas eu le temps d'aborder le sujet peut-être? Oui, non, on a passé du temps ensemble avant le match, pendant le match, et c'est vrai qu'il était assis à un siège d'écart de moi, mais ça ne nous empêchait pas d'échanger même pendant le match. Okay. Et il a même beaucoup plus échangé avec moi qu'avec Marc Keller qui était à sa droite, mais il entretient également une bonne relation avec Marc Keller, donc il était dans son rôle de bien l'accueillir, et c'est très bien comme ça. Bon, Merlin qui a voulu faire une remarque sur Marc Keller. Je rappelle que Merlin est né à Strasbourg et porte dans son cœur le Racing Club de Strasbourg. Voilà pour la remarque. J'enchaîne avec toi, Merlin, toujours. Le cas, enfin le retour de Théo Sainte-Luce au Red Star, qui était blessé après, je crois, 3 ou 4 mois de blessure. J'ai plus souvenir de la nature de sa blessure, mais il a fait son retour, je crois, avec le Red Star, qui a fait récemment
précédemment un très bon parcours en Coupe de France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je vais peut-être tout dit déjà. Voilà, t'as tout dit. Un des 2 joueurs prêtés par Nîmes Olympique donc cette saison. Il joue, c'est une équipe, le Red Star, qui joue encore peut-être la montée en Ligue 2. Donc le retour de Théo Sainte-Luce, je crois qu'il a joué quelques minutes. Cette fois, c'est une bonne nouvelle, on en est certain. En plus, pour rebondir sur Théo Sainte-Luce, on se souvient qu'il était parti au Gazélec Ajaccio l'année dernière et qu'il avait eu l'hiver, je crois, au moment où vous êtes arrivé, il me semble. Il n'a pas eu de chance, il a eu ce confinement qui fait qu'il était titulaire, il n'a pas pu jouer, et là il arrive et commence à s'imposer au Red Star, qui est une équipe qui marche pas trop mal en national. Il se blesse. Lâche Koumoun un peu pour Théo Sainte-Luce. Reda Hammach, est-ce qu'on peut avoir pas votre réaction sur son retour? On est tous très heureux, mais est-ce que vous suivez la saison de Théo là-bas, qui est quand même de mémoire, c'était l'espoir de la génération 98. C'est un peu le chouchou du studio ici. Ouais, on l'aime beaucoup Théo. On l'embrasse, on lui fait un bisou. Déjà, vous avez bien raison de l'aimer, de l'apprécier, parce que en dehors du footballeur, c'est vraiment un super gars. Ouais. Oui, bien sûr que je le suis. Déjà, c'est très clairement, ça fait partie de mes missions de le suivre, de suivre un petit peu l'évolution des joueurs prêtés. Vous êtes déjà allé à Boer cette saison? Oui. Oui, je suis allé moi-même le superviser. Boer qui est le stade du Red Star, je le précise. Ça, tout à fait. Je suis moi-même allé le superviser en live au stade. J'ai également des recruteurs qui travaillent avec moi, qui l'ont également vu en live au stade, et qui m'ont fait également des rapports écrits et oraux sur ses prestations. Je suis en contact également en permanent avec son coach et avec certains membres du staff du Red Star. Et également, je suis en contact avec lui. Et pour ne rien vous cacher, j'ai quand même été marqué par sa blessure. Ouais. Parce que justement, on lui avait trouvé un très bon projet dans lequel il pouvait vraiment s'épanouir. C'était le cas sur toute la première partie de saison. Bon, voilà, malheureusement, il s'est blessé, mais je suis très heureux de le revoir sur les terrains, et on va forcément, bien entendu, le suivre sur la fin de saison. Juste pour terminer son cas, on avait prévu petit dossier mercato tout à l'heure, mais il lui reste 1 an de contrat comme Kylian Guessoum. On peut pas en parler encore sur ce qui peut se passer pour lui pour la saison prochaine. C'est encore trop tôt pour se projeter. Oui, parce qu'ils sont plusieurs dans ce cas-là. On a des joueurs en fin de contrat dès cet été, mais on en a aussi d'autres qui sont en fin de contrat en juin 2022. Donc oui, aujourd'hui, très clairement, c'est vraiment prématuré de parler de prolongation. Parce que voilà, il y a un manque de visibilité aujourd'hui qui nous empêche de pouvoir avancer sur ces sujets. J'enchaîne avec toi, Morgane, sur l'autre point de ce tour de la Crocosphère, c'est la fermeture temporaire du centre de formation, puisque nous avons appris aujourd'hui une note nouvelle qui contraste avec ce qui avait été annoncé. Je te laisse la parole. Donc voilà, comme tu as dit, le centre de formation avait fermé il y a maintenant quelques semaines en raison du Covid. On a pu découvrir aujourd'hui dans les pages du Midi Libre qu'apparemment, il rouvrirait fin avril. Donc après, je pense que Reda pourra plus nous en dire, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est fait avec les règles écolières, entre guillemets. Les élèves, du coup, pourront revenir quand le centre rouvrira. Du coup, je voulais juste rebondir sur cette info, puisque, donc, comme tu l'as dit, c'était une fermeture il y a quelques semaines. On est le 19 avril. Quelques semaines, je dirais. Est-ce que vous confirmez, Reda Hammach, cette information, donc en ce jour du lundi 19 avril du Midi Libre, d'une réouverture le 26, c'est ça, je crois, Morgane? Oui, 26 avril. Est-ce que vous confirmez, ou est-ce que... Des discussions ont lieu. Sur justement cette situation. Mais aujourd'hui, rien n'est arrêté. Et on a encore pas mal de détails à évoquer. Voilà. C'est pas un sujet qui est simple, puisqu'il y a des sujets d'ordre juridique, administratif. Ouais, qui dépassent le cadre du football, voilà, je me doute. Voilà. Tout à fait. Et, donc voilà, c'est un dossier que je suis, un dossier en cours, mais dont il reste encore certaines zones d'ombre à éclaircir.
si Midi a sorti, c'est qu'on peut être assurément certain de la véracité de cette info. J'enchaîne avec toi, Merlin. On finit sur ce tour de la crocosphère avec l'annonce qui a bousculé la planète football en ce jour et même hier soir, puisque c'est tombé lundi à minuit et demi. L'annonce qui a bouleversé le foot, c'est que en fait mon seul amour n'est pas le Racing Club de Strasbourg, c'est Nîmes Olympique. Non, plus sérieusement, c'est que c'est cette histoire de Super League qui est sortie hier soir. Donc une douzaine de clubs, je pense que tout le monde a vu l'info, une douzaine de clubs qui veulent créer une ligue fermée, une Super League européenne. C'est quelque chose que je pense la majorité des supporters et fans de foot n'aimeraient pas voir. D'autant qu'il n'y a pas le Nîmes Olympique. D'autant qu'il n'y a pas de Nîmes Olympique. Et donc voilà, j'aurais voulu avoir un petit avis du directeur sportif pour savoir ce qu'il en pense, ce que vous en pensez, Monsieur Hamache, de cette histoire de Super League. Est-ce que c'est quelque chose qui est positif pour le football ou pas? Juste, on parle de 2 clubs français potentiellement invités. Est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y a pas le Nîmes Olympique dans ces 2 clubs-là? C'est la surprise pour la fin de l'émission. Est-ce que notre maintien passerait par là aussi? Non, peut-être une réaction, je ne sais pas si vous en avez envie sur... Non, plus globalement, moi, ce qui m'interpelle... Vachement, c'est forcément en lien avec ce sujet, mais j'aimerais amener un peu plus de hauteur à ce sujet. C'est qu'aujourd'hui on est quand même, on fait la course au match en fait. À mon sens, il y a beaucoup trop de matchs à la télé. On sollicite beaucoup trop les joueurs. Et maintenant, ce sujet va dans la juste continuité quelque part du fait de voir une Coupe du Monde à 48 clubs ou ce genre de choses, ou la création d'une 3e Coupe d'Europe. Je pense que moi, en tout cas, en tant que directeur sportif, côtoyant les joueurs dans le quotidien, très clairement, on se rend vraiment pas compte à quel point on sollicite beaucoup trop les joueurs. Physiquement, vous pensez que, sans parler du projet au-delà de toute autre considération, mais physiquement, les joueurs ne pourraient pas suivre et c'est un projet qui est voué à l'échec simplement pour la question humaine? Je pense que ce projet, il a été élaboré de manière à peut-être compenser quelque part, du moins si on ajoute un certain nombre de matchs du fait de cette compétition, certainement que les joueurs ne participeront pas à d'autres compétitions. Mais donc oui, forcément, aujourd'hui déjà, on les sollicite beaucoup trop. Donc le fait d'en rajouter dans les années à venir, en plus, c'est pas que les joueurs, c'est également les téléspectateurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de téléspectateurs qui ne regardent plus les matchs en entier, qui passent d'un match à l'autre, qui regardent uniquement les résumés. Alors c'est regrettable, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, faudrait pas tomber dans une overdose de match, quoi. D'accord. Le Nîmes Olympique est donc sur une démarche éthique du football et nous sommes ravis d'écouter cela de la part du directeur sportif. Mais c'est vrai que, juste pour terminer là-dessus, cette saison en plus avec le Covid, la préparation a été globalement un peu tronquée. Ça a été très compliqué. On l'a vu nous à Nîmes avec le nombre de blessures. Bon, après avec peut-être d'autres choses, mais bon, c'est quand même un peu lié avec le contexte Covid. On l'a vu, il n'y a pas qu'à Nîmes, dans les grands clubs aussi qui sont énormément touchés. Les retours de sélection nationale, on l'a vu avec Andrés Koubas, Birger aussi, évidemment. Donc, évidemment. Sidi Sarr également, qui était touché très longuement, qui revient. Zinou Ferrat également, quand il était convoqué au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons. Il s'est blessé le premier jour de l'entraînement. Du rassemblement, ouais. Donc voilà, c'est vrai que. Est-ce que cette Super League est bonne pour le football? Bon, voilà, on a tous un petit peu, je crois, des gros doutes là-dessus. On termine donc, je crois, ce tour de la crocosphère, il est fini. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission. On va revenir un petit peu plus sur les sujets récents, et notamment ce Nîmes-Strasbourg et les matchs précédents face à Saint-Etienne et Brest. On fait tout de suite une petite pause, un jingle avec Renaud Ripard. Salut, c'est Renaud Ripard et vous êtes bien sur l'émission Le 11 de Nîmes. Et on revient donc sur cette deuxième partie d'émission pour évoquer, donc, comme je le disais, les 3 derniers matchs du Nîmes Olympique, puisqu'on s'était quitté, Merlin, c'était avant Nîmes Saint-Etienne, il me semble, le podcast avec Ran
et François, on va se fixer globalement sur le match de ce week-end qui vient de passer face à Strasbourg, qui s'est conclu par un match nul, un but partout, un but sur penalty de Renaud Ripart. Son 48e en match officiel, je suis toutes les stats de Renaud Ripart. Juste, on va essayer d'analyser très brièvement ce qui se passe peut-être depuis 3 matchs, où on sent peut-être une fébrilité de la part des Nîmois. Je sais pas ce que vous en pensez tous ici autour de cette table. Juste, vous, Reda Hammach, après ce match nul, et puis ces 3 derniers matchs, il n'y a eu que 2 points en 3 matchs, des prestations peut-être un petit peu plus ternes. Après, il y a eu ce match à Brest aussi où le deuxième but, enfin le but de Niklas Eliasson, je crois, aurait pu être accepté. Comment vous vivez, j'ai envie de dire, cette toute petite période de 3 matchs qui aurait pu peut-être permettre au Nîmes Olympique de creuser l'écart sur Lorient et qui malheureusement n'a pas été le cas. Est-ce que vous avez senti depuis 3 matchs une toute petite différence ou pas? Je pense qu'il faut dissocier le match de Saint-Etienne des 2 autres matchs, Brest et Strasbourg, puisque contre Saint-Etienne, c'était un non-match. On est complètement passé au travers. Après une bonne série, après une bonne dynamique, et donc je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire sur le match de Saint-Etienne, puisque c'était vraiment flagrant, non-match, clairement, qu'on est complètement passé à côté. Il ne faut pas s'en cacher. Contre Brest et Strasbourg, oui, il y a un petit sentiment d'inachevé, puisque on avait très clairement la possibilité de repartir avec plus de points que ça, avec des scénarios de match complètement différents, puisque contre Brest, on a largement dominé les débats sur la première période et on s'est procuré beaucoup d'occasions. Ensuite, il y a eu ce but, à mon sens, injustement refusé. Mais derrière, on n'a pas beaucoup plus existé pendant les 35-40 dernières minutes. Donc, sur l'ensemble du match, peut-être que le résultat est équitable, mais il y a quand même forcément un sentiment de frustration. Est-ce que contre Strasbourg, à chaud, tout de suite après le match, compliqué. On a forcément le sentiment que c'est un match nul avec une saveur de défaite. Mais très rapidement... Par rapport au fait de ne pas avoir creusé face à Strasbourg, ou par rapport à la prestation, ou même les deux, peut-être à la limite les deux, c'est vrai que c'est beaucoup revenu sur les réseaux sociaux, le fait que Nîmes était en supériorité numérique, il n'a pas su garder ce score. C'est plus par rapport à ça, ou plus par rapport à la prestation des joueurs? Je ne vais pas dire qu'il y a eu un non-match, mais on a ce sentiment de frustration par rapport à la prestation de la deuxième période. Et même un petit peu de la première période qui n'a pas été d'un... Oui, je suis pas totalement d'accord sur l'analyse, puisque sur la première période, on n'avait pas forcément le sentiment d'avoir été mis en danger. On avait l'impression quand même qu'on pouvait quand même marquer à tout moment. On a eu, alors c'est peut-être pas des occasions très franches, mais presque. Faut tirer pour marquer quand même. Oui. Après, un peu comme à Brest, finalement. Faut tirer, mais on a eu plutôt des situations qui n'étaient pas cadrées. Ça très clairement, mais c'est un axe de travail qu'on doit développer, notamment dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, notamment sur la première période. Maintenant, la deuxième période, oui, en effet, c'est cette gestion de la supériorité numérique qui, aujourd'hui, nous a posé problème, mais ça a déjà été le cas sur d'autres matchs. Je pense au match de Nice, je pense au match de Metz. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, cela me vient en tête. Et nous, on est plutôt, vous savez, enfin moi personnellement, mais pas que moi, mais également au niveau du staff, des joueurs, on essaie d'être vraiment très optimiste et on voit plutôt ça comme un axe de travail sur lequel il faut impérativement s'améliorer parce que voilà, on peut pas être fataliste et accepter cette situation sans rien faire. Donc voilà. Maintenant. Oui, il y avait la possibilité de creuser un peu plus l'écart.
avec notamment Nantes et Lorient, mais comptablement, sur les derniers matchs, on a quand même fait des opérations positives d'un point de vue purement comptable, même si c'est pas suffisant, bien entendu. Merlin, est-ce que tu voulais réagir par rapport à ces 3 derniers matchs, ou Morgane, je sais pas si... Moi, c'est globalement, c'est à peu près tout, je pense, mais je pense que la frustration était aussi double du fait qu'on ait le résultat de Lorient la veille, enfin, même plus que la veille, l'avant-veille. C'est quelque chose, enfin, on se dit, bon, ça y est, on peut passer 17e, et puis on voit ça, et puis on se dit que peut-être que ça a pesé dans la tête aussi des joueurs, on se dit que, si Gilbert qui sort, on se dit, ça y est, le match est plié, on va marquer, on va gagner, et puis fin de l'histoire. Donc je pense que c'est un ensemble de choses. Après, voilà, il faut rester réaliste. Il y a quelques mois, on nous aurait dit qu'on était toujours 18e, toujours dans la course, et qu'on grappillait un petit point par-ci, un petit point par-là. On aurait signé, donc on savait que la saison serait chaude, et on va continuer d'y croire. Oui, je rajouterais aussi que on sait à quel point cette équipe est surprenante. Et c'est en bien comme en mal. Ouais, mais c'est aussi pour ça que nous, en interne, on a beaucoup d'espoir. Et c'est aussi pour ça que les supporters aiment cette équipe, parce qu'elle est surprenante, et on sait, on est vraiment déterminé d'une part, mais on sait qu'on est capable d'aller chercher des points là où personne nous attend sur les 5 prochains matchs, très clairement. Justement, là, par rapport à ce que vous dites, en effet, c'est tout à fait vrai. On l'a retrouvé à partir du match même de Monaco, où on perd 4-3. Je trouve que dans le scénario... Je suis régalé. Monaco gagne par des individualités comme Golovin qui font clairement la différence tout seul, mais voilà, c'est vrai que depuis ce match, on retrouve une équipe de Nîmes et cette fameuse flamme nîmoise, j'ai envie de dire. Et depuis ces 3 derniers matchs, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de frilosité. Je sais pas si c'est... Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas aussi le fait de jouer des petites équipes? On a l'habitude toujours de bien jouer contre les gros, mal jouer contre les petits. Il faut se dire que c'était 2-3 faux pas, et puis que... Après, à Brest, on peut gagner aussi. Ce but hors jeu peut-être change absolument la physionomie du match. Oui, après, quand vous parlez de cette flamme, mais je pense que on l'a vu, on a pu quand même l'observer sur les 2 derniers matchs, mais la différence peut-être avec les autres matchs, c'est que on n'a pas su la maintenir tout au long du match. Et c'est dans ce sens que je parle d'axe de travail. D'accord. Puisque très clairement, sur ces matchs, on a vu par à coup des situations où on revoyait des choses qui avaient été travaillées, des choses qui avaient bien marché sur les matchs précédents. Donc voilà, on doit, je dirais, gagner en régularité dans nos matchs, et voilà, c'est un axe de travail. C'est un peu ce que disait Pascal Planck, je crois, qu'il disait qu'à Nîmes, on peut pas se permettre d'avoir de faux pas, on est obligé d'être à fond pendant 90 minutes, on peut pas avoir de temps mort, et on doit être à fond pendant 90 minutes, sinon on sait qu'on peut se faire sanctionner. En effet, c'est peut-être et c'est là, pour conclure, mais c'est là où la frustration a été forte, c'est qu'on a vu quelques joueurs qui n'étaient peut-être pas forcément à 200%, ils étaient à 99%. Et à Nîmes, le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'être à 99%. Alors, sinon, ça paye cash. Ouais. On va juste rapidement évoquer Lens-Nîmes, le match qui va arriver très prochainement, ce week-end. Il reste 5 matchs désormais. La fin de saison se rapproche. Nîmes est toujours 18e. Barragiste actuellement à 2 points de Lorient, je crois. On est à 31 et 33 pour Lorient. Juste, vous avez justement, Reda Hammach, travaillé au Racing Club de Lens. Vous avez travaillé aussi à Lille, pas très loin. Donc vous connaissez forcément, je pense, ce club de Lens. Avec, vous disiez dans une interview qu'il y avait des similitudes d'ailleurs entre les 2 publics, entre Nîmes et Lens. Comment vous abordez ce match très rapidement, parce qu'on va pas s'éterniser dessus. On veut évidemment plus revenir sur votre parcours, mais juste comment vous abordez cette fin de saison très brièvement, sans rentrer dans d'énormes détails, mais comment vous abordez ce sprint final qui s'amorce de 5 matchs et peut-être de potentiels barrages qui deviendront s'ajouter ensuite.
Déjà, personnellement, oui, en effet, c'est toujours un plaisir de retourner à Lens. J'ai quand même travaillé pendant 7 ans. Et c'est le club où vous avez travaillé le plus longtemps, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Exactement. Puis, c'est également un petit clin d'œil pour le coach, Pascal Planck, puisqu'il y a travaillé aussi. On y a travaillé ensemble. Vous êtes rencontrés, on allait en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, la fin de saison, on l'aborde avec beaucoup d'optimisme. Aujourd'hui, on est convaincu qu'on est capable de le faire. On est convaincu qu'on est programmé pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est d'essayer au maximum de garder l'ensemble de l'effectif et l'ensemble du staff, l'ensemble du club, vraiment focus sur l'objectif, qu'il n'y ait pas de relâchement. On essaye vraiment d'amener beaucoup d'exigences dans les semaines de travail avec le coach pour éviter tout relâchement. On n'hésite pas tout de suite à interpeller quand on voit que des choses ne nous conviennent pas. Mais on essaye de leur donner beaucoup de confiance à travers les contenus. C'est vraiment notre cheval de bataille. Quand vous dites contenu, c'est les séances? Oui, tout à fait. En fait, on fait en sorte de ne pas en rajouter plus que ça sur l'enjeu. Je veux dire, l'enjeu, tout le monde le connaît, et eux les premiers. Donc, très clairement, aujourd'hui, on est beaucoup plus concentré sur la manière dont il faut agir pour pouvoir arriver au résultat, plutôt que de se focaliser sur le résultat lui-même, en fait. Et les joueurs sont très demandeurs, et ils apprécient cette manière de travailler parce qu'on leur parle de foot, et surtout parce qu'on leur donne des clés, on leur donne des solutions face aux différents problèmes qu'ils rencontrent, et on pense que ça peut passer par là et que ça doit passer par là. On en parlera un peu plus profondément tout à l'heure avec toi, Morgane, et Merlin également, sur justement ces clés. Quelles sont-elles précisément, plus concrètement, peut-être ce qui avait pu faire un peu défaut en première partie de saison, notamment. On passe donc à cette troisième partie, celle qui nous intéresse évidemment le plus, bien que tout était intéressant auparavant, mais voilà, le parcours, la vision, les épisodes rencontrés, évidemment le mercato, ce qui intéresse évidemment aussi les supporters du Nîmes Olympique, pour cette troisième et dernière partie avec Reda Hammach, directeur sportif du Nîmes Olympique. À tout de suite. Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage. Allez, on est de retour donc dans cette troisième et dernière partie du 11 de Nîmes avec donc vous, Reda Hammach, directeur sportif du Nîmes Olympique. On vous remercie encore une fois de votre présence dans ce podcast, comme précisé pour la première fois en tant que directeur sportif du Nîmes Olympique dans un entretien audio. Donc voilà, on vous remercie pour cette confiance dans un moment où, encore une fois, l'avenir sportif du club n'est pas décidé, et on sait très bien que ça n'est pas facile de le faire. Donc voilà, merci à vous pour cette venue. Merlin et surtout Morgane, je vais vous laisser un petit peu la parole. Je la prends tout le temps, donc il faut que je te la laisse, Morgane. Tu as préparé un long parcours, le résumé du parcours de Reda Hammach qui est ici avec nous. Donc, tu vas retracer un petit peu sa vie et puis sa carrière, et puis on va t'interrompre, ou tu peux t'interrompre, bien sûr, pour revenir avec lui sur ce qui a échelonné sa vie, son parcours, jusqu'à son arrivée aujourd'hui au Nîmes Olympique. Morgane, je te laisse la parole, c'est à toi. Donc du coup, ça sera plutôt un petit parcours, parce qu'il faut savoir que vous êtes quelqu'un d'assez secret et que les informations sur vous sur Internet sont très très dures à trouver. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si je dis une bêtise. Donc Reda Hammach, vous êtes donc né le 16 octobre 1982, soit la même année que Cacao Prêtre Sèche à Saint-Denis dans le 93. 16 novembre. J'ai dit octobre. D'accord, j'ai confondu avec mon anniversaire, désolée. Alors, vous restez attaché à la région parisienne, puisqu'encore maintenant, vous vivez toujours entre Nîmes et le Val d'Oise. Passionné par le football, vous le pratiquez dès votre enfance au poste de défenseur, et il paraîtrait même que vous avez un penchant pour les tacles. Malheureusement, vous enchaînez les blessures et vous vous retrouvez obligé d'arrêter votre carrière prématurément.
À l'aube du 21e siècle et à tout juste 17 ans, vous devenez entraîneur, mais également éducateur sportif, puis responsable d'une maison de quartier en région parisienne. Est-ce que jusque-là, tout va bien ? Oui, globalement, après... J'ai vu quelque chose. Oui, non, c'est que... Non, Paris, j'y suis très peu maintenant. Généralement, quand j'y suis, c'est quand je transite par Paris pour prendre l'avion et aller sur des matchs un petit peu partout en Europe dans le cadre du scouting, mais voilà. Et puis oui, le fait d'avoir arrêté de jouer, c'était pas que du fait d'une succession de blessures, c'était aussi parce que à un moment donné, j'avais pris une autre voie et j'ai décidé de me consacrer pleinement à cette autre voie. Voilà. Moi, je voudrais juste revenir sur un petit point, le fait d'être responsable d'une maison de quartier en région parisienne. Alors ça, c'est un point c'est vrai, Morgane a raison, on vous connaît pas trop, peut-être que c'est aussi une volonté pour vous de pas trop s'exposer ou de pas trop parler, tout simplement. Est-ce qu'on peut juste en savoir un petit peu plus par rapport à ça ? Pareil, sans rentrer dans les détails, mais cette fibre peut-être d'éducateur, est-ce qu'elle s'est peut-être nourrie à partir de ce moment-là, peut-être hors foot ? Est-ce que ça part de là, peut-être C'est exactement ça. C'est une grosse partie de ma vie, de ma vision des choses. C'est-à-dire que entre l'âge entre 17 et 22 ans, c'est une période où en effet, j'ai fait mes premiers pas en tant qu'entraîneur, en parallèle du fait de jouer. Mais pendant toute cette période, durant cette période, c'est vrai qu'on en parle peu, mais j'étais également à la fac sur des études d'économie. Et j'ai également, durant ces périodes, passé 3 brevets d'État d'éducateur sportif. Enfin, deux brevets d'État d'éducateur sportif, dont le brevet d'État football, qui permet, on va dire aujourd'hui, d'entraîner une équipe avec les équivalences de niveau national 3. Ouais. Et j'ai également obtenu un brevet d'État de l'éducation populaire pour faire le lien avec la maison de quartier. Et puis en effet, j'ai eu cette opportunité d'être toujours en parallèle de mes activités footballistiques et de mes études d'économie. J'ai eu la possibilité d'être responsable d'une maison de quartier et en plus, qui plus est, c'était la maison de quartier du quartier le plus chaud de Saint-Denis, qui est aujourd'hui encore un des quartiers avec un niveau de délinquance les plus importants. Et j'en suis plutôt fier. J'en suis plutôt fier dans mon parcours d'avoir connu ça, puisque ça permet aussi de voir les choses différemment. Oui, complètement, parce que si on regarde bien, depuis l'âge de 17 ans, j'ai fait du management en fait depuis l'âge de 17 ans. Et le fait de faire du management dans différents secteurs d'activité, ça aide énormément, oui, clairement. Morgane, je te laisse continuer après cet aparté très complet. Donc forcément, on peut dire que vous avez des prédispositions à l'encadrement et à la pédagogie. En 2005, à 23 ans, vous rentrez dans le monde professionnel du football en devenant recruteur au Stade Rennais, et ce jusqu'en 2009. Et du coup, c'est aussi en 2009 que c'est l'année où vous avez pu entraîner Kylian Mbappé, et notamment une petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire, vous l'avez fait évoluer au poste de latéral droit pour lui apprendre les rudiments de la défense. Ouais, c'est une anecdote assez sympa. Alors, j'étais sur ma dernière année avec le Stade Rennais. C'était la saison 2008-2009. Et en fait, avec le Stade Rennais, on organisait, enfin, tous les ans, on participait à un tournoi, le tournoi de Gif-sur-Yvette, en région parisienne. Et c'est un tournoi dans lequel on crée, en quelque sorte, une équipe du Stade Rennais, avec des joueurs issus de la région parisienne, des joueurs issus de la détection. Et Kylian en faisait partie. Donc moi, je faisais partie des entraîneurs, des éducateurs de cette équipe. Et en effet, à un moment donné, Kylian était un joueur qui avait des très fortes qualités individuelles déjà à cet âge-là. Il avait un an de moins que les joueurs qui à 11 participaient. Ans, là, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, Kylian, c'était un tournoi à destination des joueurs nés en 97. Kylian est né en décembre 98. Il est né en décembre 98, donc il avait peut-être même 2 ans d'écart avec certains joueurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu faire prendre conscience à Kylian du rôle des autres sur le terrain, et qui comprennent pourquoi, à un moment donné,
certains peuvent parfois s'agacer de ne pas recevoir le ballon, alors que lui faisait des différences énormes. Et donc, je l'ai fait jouer à un moment donné latéral droit. Ça a été une catastrophe, un échec total. Et il me l'a bien fait c'était voulu. Savoir. Ouais, c'était voulu. Oui. Il a énormément de caractère. Déjà à cet âge-là, il avait énormément de personnalité. Il arrivait déjà à faire passer ses messages. Et du coup, j'ai très vite compris qu'il fallait plus jamais le remettre à ce poste-là. Mais par contre, je lui ai quand même manifesté mon désaccord. Et le match d'après, donc je l'ai mis sur le banc. Il était pas content. Et par contre, durant le match, il y avait un coup franc. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu rentres. Changement, monsieur l'arbitre, tu rentres, tu vas tirer le coup franc. Il est parti, il a tiré le coup franc, il a marqué. et là, il a couru, il m'a sauté dans les bras. C'était un moment assez sympa. Voilà, c'est une petite anecdote sympa avec Kylian. Juste pour conclure là-dessus, j'ai des biographies qui sortent déjà sur Kylian Mbappé. Il a 22 ans, il y a déjà des biographies. Le Petit Prince aux éditions Marabout, si je me trompe pas, où ça parle justement de votre relation avec lui et même jusqu'à son arrivée à Monaco, puisqu'en effet, donc vous le connaissez à Rennes quand il avait donc 11 ans. Vous l'amenez même à Lens, de ce que j'ai compris, quand vous arrivez donc vous de votre côté à Lens, et même jusqu'à Monaco, en fait, vous êtes dans le processus, donc vous avez quand même une certaine relation avec lui, privilégiée, peut-être même encore aujourd'hui, je sais pas, mais dans son cursus de formation, clairement, quoi. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, j'aurais jamais la prétention de dire j'ai recruté Kylian Mbappé parce que j'ai découvert Kylian Mbappé, parce que on en a vu beaucoup passer dans les différents documentaires qui disaient j'ai recruté ou j'ai découvert, etc. Vous l'avez suivi, quoi. Voilà. Moi, oui, j'ai eu à un moment donné une certaine influence, que ce soit à Rennes, mais enfin surtout à Lens et à Monaco. Mais le recrutement d'un joueur est toujours le fruit du travail de plusieurs personnes. C'est une chaîne. Voilà, j'ai fait partie de cette chaîne-là. Après, charge aux autres de minimiser ou à l'inverse de donner plus d'importance au rôle que j'ai eu. Mais oui, et aujourd'hui encore, quand on se croise sur les matchs allés, matchs retour, on s'embrasse, et c'est toujours sympa. Et puis j'ai gardé aussi une bonne relation avec sa famille. Morgane, je te laisse continuer, peut-être. Oui, donc du coup on parle de Kylian Mbappé, mais vous avez aussi participé à la découverte de d'autres grands joueurs comme Ronald Delaïde, Bakayoko ou encore Soumaré. S'ensuit un poste à Lens, entrecoupé d'une pause d'1 an, donc vous avez travaillé de 2009 à 2012 à Lens. De 2012 à 2013, vous officiez à Monaco. Et c'est d'ailleurs à votre retour à Lens, en 2013, que vous faites la connaissance d'un certain Pascal Planck. Donc, en 2017, vous signez chez le grand rival des Sang et Or, le LOSC. Pendant 2 ans, vous travaillez dans la cellule de recrutement des Dogs, sous les ordres du directeur sportif portugais Luis Campos, dont on parlera plus tard, je pense, qui vous a vraiment inspiré dans votre carrière. Enfin, en décembre 2019, vous êtes intronisé pour la première fois de votre carrière en tant que directeur sportif, et cela, on le sait tous, au Nîmes Olympique. À 38 ans, c'est donc déjà une carrière bien remplie pour vous, tant dans votre vie professionnelle que votre vie personnelle, puisque vous êtes également marié et papa de 3 garçons. C'est ça. C'est bon, Morgane avait tout juste, alors quasiment remis sur la date de naissance, on était bon. J'avais écrit la bonne date. T'as essayé de prendre au maximum d'informations, il y en a très peu, et c'était très complet. Et elle avait également raison sur les tacles. Ah, voilà. Alors vous étiez un défenseur plutôt rugueux, dur sur l'homme. Tout à fait. Capitaine également. D'accord. À Saint-Denis ? Toujours capitaine. Toutes les catégories de jeunes, en senior, toujours. Déjà leader un peu, donc c'était déjà votre... Vous seriez un Loïc Landre au Nîmes Olympique ? Non, j'ai pas la prétention de... Loïc Landre est plus fort que moi. Physiquement aussi ? Oui, et puis... une petite différence aussi. À l'entraînement, il envoie. Mais du bois, notre ami Loïc Landre, on l'embrasse d'ailleurs, on l'apprécie aussi, Loïc Landre. Mais justement, on va enchaîner là-dessus. C'est vrai que Morgane, tu parlais de Luis Campos, ça va être au cœur de notre sujet, enfin tout à l'heure de notre discussion, puisqu'il a été un modèle pour vous. Vous êtes toujours en relation avec lui, et même aujourd'hui dans le modèle de travail du Nîmes Olympique, il y a clairement une méthode Campos, hein, on peut le dire ouvertement, sans honte, hein, puisque c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, hein. Lille est d'ailleurs peut-être premier de Ligue 1, c'est peut-être pas pour rien. Mais juste moi, je voudrais rebondir sur une petite anecdote.
vous avez été amené quand même à voyager énormément, je pense, au travers de votre vie. On l'a entendu, Morgane nous récitait un nombre de clubs assez important. Et juste, on voulait rebondir sur cette arrivée en 2005 à 23 ans, c'est très jeune, au Stade Rennais. Comment ça se passe, ce basculement dans le monde professionnel? Peut-être une rencontre. Je lisais tout à l'heure, vous étiez éducateur en région parisienne et en même temps, vous faisiez office de scout pour le Stade Rennais. Comment ça s'est fait? Quel a été le déclic pour passer dans l'autre monde, j'ai envie de dire? Oui, j'avais même 22 ans, puisque je suis né en fin d'année. Comme Mbappé. Voilà, en fait, c'est assez simple. Lorsque, sur la période où j'étais éducateur chez les jeunes à Saint-Denis, c'était une période où il y avait énormément de très bons joueurs, très bons jeunes joueurs à Saint-Denis, et beaucoup d'entre eux rejoignaient chaque année les différents centres de formation. Alors aujourd'hui, dans la nouvelle mode, c'est d'appeler ça les pépites ou les cracks. Les cracks. Voilà, c'est un peu ça. Il y a plusieurs levels apparemment. Il y a les pépites, les cracks. Voilà. Donc voilà. Donc j'entraînais ces jeunes-là et je faisais aussi le lien avec les différents clubs pro qui les approchaient, avec leurs familles, etc. Et du coup, voilà, j'ai noué des relations avec certains clubs, avec certains responsables de certains clubs. Et à un moment donné, l'opportunité s'est présentée à moi. Voilà, le Stade Rennais m'a proposé de les aider sur le recrutement au départ, uniquement sur mon département, donc la Seine-Saint-Denis. Rennes est assez calé sur la formation en région parisienne, il me semble. Oui, exactement. Alors à l'époque, à Rennes, il y avait 12 recruteurs que sur la région parisienne. C'est énorme, c'était un dispositif énorme. Et donc, leur volonté, c'était de densifier je dirais la détection sur le secteur de la Seine-Saint-Denis, qui est un des secteurs les plus importants, et que voilà, comme je maîtrisais bien ce secteur-là, voilà. J'ai accepté. J'étais pas payé. La première année. Je me suis pris au jeu. Vous n'étiez pas à plein temps Non, j'étais pas payé du tout. Ouais, je touchais 0 € pour faire ça. On me remboursait juste mes frais de déplacement, mais mes frais de déplacement qui étaient ridicules, puisque je restais dans mon département. Donc voilà, autant dire que je le faisais vraiment pas pour l'argent. Et donc voilà, je me suis pris au jeu, et puis en fait, j'ai découvert un milieu dans le milieu. Et je suis tombé amoureux de ce métier, en fait, et après j'ai évolué. Première année, je n'étais pas payé. Deuxième année, on me payait 80 € par mois. La deuxième année, on me payait 125 € par mois. Donc petit à petit, voilà. Avec l'obligation d'aller quand même tous les dimanches et tous les samedis voir 2-3 matchs. Exactement. Les mercredis également. Donc voilà, c'est si je dirais mon humble parcours peut permettre, je dirais de donner des conseils un peu aux plus jeunes, de ne vraiment pas se focaliser sur l'argent, du moins au début, pour justement apprendre et prendre du plaisir. Et par rapport à ça, quand vous étiez à Rennes, donc vous n'étiez pas payé, mais vous étiez encadré. Est-ce que on vous disait, voilà, tu prends une feuille blanche et tu nous dis ce que tu as vu, ou est-ce qu'on vous donnait toute une feuille avec, je sais pas moi, combien de tacles il a fait, comment ça se passe? Est-ce que c'était quand même quelque chose de cadré, ou c'était vraiment à l'œil Alors la chance que j'ai eue dans mon parcours, vraiment, je le perçois vraiment comme une grosse chance aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on a tendance à me qualifier comme un recruteur assez exigeant sur l'appréciation des joueurs, l'appréciation des qualités, des potentiels. En fait, cette exigence, elle me vient du Stade Rennais, en fait, au départ, parce que j'ai eu la chance de découvrir ce métier pendant 4 ans, durant la période où le Stade Rennais était meilleur centre de formation de France pendant 6 années d'affilée. Et ils étaient très clairement précurseurs en France sur toute la partie scouting au niveau de la formation. Voilà, des personnes comme Patrick Rampillon, comme Philippe Barrault. À l'époque, c'était Pierre Drey aussi, qui était manager général.
Voilà, ils ont vraiment été précurseurs d'un modèle de scouting, d'un modèle de formation en France. Et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir évoluer durant cette période-là. Et j'ai appris le métier avec ce qui se faisait de mieux en France à l'époque. Et du coup, derrière, tout au long de mon parcours, j'ai gardé ça. Et je l'ai même accentué en côtoyant encore d'autres personnes qui m'ont permis de développer mon niveau d'exigence, en fait. On garde toutes ces belles petites anecdotes sur votre parcours professionnel pour... On le garde pour tout à l'heure. On va revenir là sur la période, on va dire le Nîmes Olympique un petit peu plus, mais voilà, votre vision du poste, on le voit, hein, elle a été faite aussi par des hommes, c'est souvent le cas. Hein, on est fait par ces rencontres au cours de sa carrière, et on y reviendra évidemment tout à l'heure, puisqu'il y a d'autres noms. Vous citiez Priadré aussi, qui est aujourd'hui au Paris FC, je crois, si je me trompe pas. Non, plus maintenant. Je ne suis pas à jour, hein, vous êtes certainement plus. C'est Frédéric Hébert, maintenant directeur sportif, un ami d'ailleurs. On y reviendra donc tout à l'heure. Je vous propose de faire un tout petit jingle de transition pour passer au dossier chaud du Nîmes Olympique, ceux qui vont se présenter à vous ou qui vont se présenter bientôt. Les dossiers mercato, voilà, on va essayer de faire un petit point du mieux possible évidemment, puisqu'encore une fois on est mi-avril, on est en plein boom du sprint final du maintien et c'est évidemment compliqué de donner un avis tranché, mais on va essayer quand même d'éclaircir tous ces nombreux points. Allez, jingle. Allez, on entame donc ces dossiers chauds, je l'ai appelé comme ça dans mon conducteur, on appelle ça les dossiers chauds Redamash. Celui qui m'intéresse en tout premier, bon alors Merlin, tout à l'heure, toi, je sais qu'il y en a un qui t'intéresse en particulier, je vous réserve la surprise. Celui qui m'intéresse à titre personnel sont les fins de contrat qui vont arriver en fin de saison. Alors j'aurais deux questions par rapport à ça. Bon, je me doute qu'on peut pas évidemment dire aujourd'hui un tel ne va pas prolonger, puisque voilà, il y a évidemment une situation sportive qui est compliquée. Mais juste, ce qui m'a quand même étonné et qui différencie l'effectif de cette saison par rapport aux dernières saisons, c'est qu'on a à peu près une trentaine de joueurs sous contrat pro, si je dis pas de bêtises. Là où la force du Nîmes Olympique, et qui était d'ailleurs revendiquée et demandée par le coach Blacard, était d'en avoir à peu près 21, 22, 23. Donc, ce qui fait une sacrée différence et un potentiel loft, même si tout le monde a l'air quand même toujours concerné au Nîmes Olympique. Juste par rapport à ça, quelle est votre vision ? On avait entendu dire plutôt que ça vous dérangeait pas d'avoir un effectif beaucoup plus large. Comment le Nîmes Olympique aborde le prochain mercato par rapport à ces fins de contrat? Est-ce qu'il va y avoir un décraissage massif? Est-ce que c'est l'objectif? Ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Ou est-ce que c'est aussi parce qu'il y a un contexte qui est difficile et qui fait que c'est difficile aussi de trouver des clubs acquéreurs? Il y a plusieurs sujets dans la question. Oui. D'abord, faut savoir que l'été dernier, même avant l'été, quand on a travaillé sur la constitution de l'effectif, notre volonté d'avoir une trentaine de joueurs n'était pas forcément celle que vous dites. Ouais. Voilà. Parce que on préférait très clairement travailler avec un effectif un peu plus restreint. 23, 24 joueurs à peu près? Oui, alors 23, 24 joueurs, mais avec des stagiaires pro peut-être. Oui, je pense que si on a 25, 26 joueurs avec stagiaires pro, en comptant les jeunes, en comptant les gardiens, c'est pas quelque chose d'invivable, c'est quelque chose de gérable. Ouais. Voilà, tout à fait. Maintenant, c'est sûr que quand on se rapproche des 30 joueurs, c'est un peu beaucoup. Mais non, c'était pas du tout le souhait. D'ailleurs, j'ai travaillé tout l'été pour essayer de trouver certains points de chute pour certains joueurs dont on pensait qu'ils allaient avoir moins de temps de jeu. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Hein. Soit on aborde la question des prêts pour des jeunes qui ont besoin vraiment d'acquérir du temps de jeu, ou alors avec un vrai espoir à l'avenir au club. Voilà, tout à fait. Ou alors comme Théo Saint-Luce, par exemple. Ouais, Théo, par exemple, tout à fait. C'est un bon exemple. Et puis ou alors de trouver une porte de sortie qui convienne à tout le monde, définitive ou provisoire en fonction des opportunités, des situations. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile tout au long de l'été parce que
parce que sur certains joueurs, ça manque parfois oui, et puis parfois pour certains d'entre eux, ça manquait de support vidéo notamment. Beaucoup de clubs demandaient de la vidéo sur certains joueurs, mais c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, donc forcément c'était pas forcément évident. Voilà, et puis aujourd'hui, pour basculer sur l'autre sujet, oui, très clairement aujourd'hui c'est alors si on s'arrête à la temporalité, oui, on pourrait très bien se dire que c'est le moment d'aborder ces sujets, sauf qu'aujourd'hui on a une situation sportive qui justement doit nous rappeler à quel point l'institution est plus importante que les individus. Et aujourd'hui, tout le monde joue le jeu. C'est ce qui est remarquable dans ce groupe, c'est que tous les joueurs qui sont en fin de contrat, il y a aucun joueur en fin de contrat qui tape à ma porte aujourd'hui, tout simplement parce qu'on leur a demandé de mettre de côté les situations personnelles, très clairement parce qu'on veut que tout le monde soit concentré sur le musique. Et on est convaincu que les situations personnelles peuvent plus facilement se régler si on obtient le maintien à la fin de la saison. Bien sûr. Et je fais une petite parenthèse sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui on parle des joueurs, mais c'est également le cas pour l'entraîneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec l'entraîneur, Pascal Plan, qui est avec le président, de faire le point sur sa situation en fin de saison. Voilà, on a en quelque sorte un pacte qui va dans ce sens. Et à partir du moment où l'entraîneur montre l'exemple, aujourd'hui, les joueurs ont encore plus de facilité à suivre, en fait. C'est vrai que moi, je pense à Sami Ben Ammar, qui est clairement en fin de contrat, pour qui je pense que ça va être très compliqué de rester à la fin de saison. Et on le voit toujours concerné. Il est toujours peut-être le 29e ou 30e du groupe, et on le voit toujours concerné. En effet, c'est vrai qu'on voit pas de joueurs qui... peut-être un ou deux, mais qui lâchent pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est peut-être une bonne démarche de la part du club, justement, de dire on fixe une deadline, mais après la 38e ou après les barrages, pour justement qu'il n'y ait pas quelque chose de nocif. Juste par rapport à ces fins de contrat, sans donner de nom, évidemment, et on peut le comprendre. Je te laisse la parole juste après, Morgane. Est-ce qu'il est possible, sur ces 8 joueurs, je crois, en fin de contrat, si on rajoute... 6. Avec Matteo Alinvi aussi, ça fait 6. Non, Matteo Alinvi a une option si on se maintient. Qui va être... si on se maintient. Si on se maintient, Matteo Alinvi est prolongé automatiquement. Exactement. Si on se maintient, on a 6 joueurs en fin de contrat. D'accord. Et t'avais compté Ueda aussi. C'est pour ça que... Ah oui, pardon. Oui, donc voilà. il y a l'option. Okay, ouais. Est-ce que c'est possible de voir ces 6 joueurs ne pas prolonger, ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez dans votre tête un nombre de joueurs sur lequel vous savez pas aujourd'hui, c'est compliqué de dire. Oui, parce que alors au même titre qu'on s'est mis d'accord avec le coach pour évoquer sa situation qu'en fin de saison, on également avec le coach, on évite d'aborder ces sujets-là. Et voilà, je peux avoir une idée aujourd'hui, mais ce genre de sujet, ça se travaille avec le coach, quoi. Donc réponse en mai. Tout à fait. Morgane, pardon. Morgane avait levé la main. Non, tu voulais pas du tout. Bon, alors je te laisse Merlin, qui a, je crois, un dossier qui lui tient grandement à cœur. Je te laisse avec Reda Hammach, Merlin. Bah oui, tout à l'heure, donc il y avait plusieurs sujets dans la question de Benjamin. Moi, je vais avoir plusieurs questions dans un même sujet. Ce sujet, c'est Philippe Otto. C'est un des gros points d'interrogation du dernier mercato, enfin du mercato d'été, où donc on voit un joueur titulaire partir chez un concurrent direct au maintien. On le voit déclarer dans la presse que certaines personnes lui ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Donc on voit un départ d'un joueur qui était quand même globalement plutôt apprécié, qui est assez agité, ce départ. Je voulais avoir votre ressenti déjà sur comment est-ce qu'on peut laisser un joueur partir chez un concurrent direct. Non, aujourd'hui, la situation, j'ai envie de dire, c'est pas... Au départ, Romain, on n'envisageait
pas du tout son départ, en fait. Contrairement à ce que j'ai pu lire, entendre. Non, du tout. Son départ n'était pas du tout... pas lié à l'arrivée d'Eliasson. Alors non, alors justement, c'est une question intéressante, puisque je l'ai entendu, ça, également. Mais pas du tout, puisque en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Eliasson, c'est un dossier qui a été finalisé en fin de mercato, mais les premiers contacts avec lui, avec le club, etc., avaient lieu déjà avant le début du mercato, en fait. Donc c'était un joueur qui était déjà suivi. Et aujourd'hui, si on se souvient bien, à cette époque-là, on n'avait que 2 titulaires sur les ailes, Ferrat et Philippe Otto. Et très clairement, en Ligue 1, faire toute une saison avec uniquement 2 joueurs pour ces 2 postes, c'est juste absolument pas envisageable. Et on voulait justement recruter un ailier supplémentaire, et qui plus est, un gaucher, puisqu'on avait justement Romain Philippe Otto et Zinedine Ferrat. Donc non, son départ n'était pas du tout prévu. Maintenant, on a dû s'adapter au fur et à mesure du mercato, au fur et à mesure d'un certain nombre de situations qui ont eu lieu tout au long de l'été. Et voilà, on a dû s'adapter tout simplement. Et puis à un moment donné, arrivé en fin de mercato, retenir un joueur qui n'a plus spécialement envie de rester parce qu'il pense avoir à un moment donné avoir été lésé, c'est compliqué. Donc on a malgré nous, malheureusement, dû accepter son départ. Mais voilà, après c'est des péripéties qu'on a du mal peut-être à comprendre quand on est grand public. C'est des péripéties où sont liés un président, peut-être un directeur sportif, un joueur, son entourage, le club acquéreur. Il y a tellement de données qu'en fait on ne maîtrise pas quand on est hors de ce dossier. Lui accuse souvent le président. Je pense que le président doit dire que lui est safe par rapport à ça. Là on voit votre position qui est celle du club, qui dit que le joueur voulait partir alors que lui dit qu'il y a eu un accord du club oral qui n'a pas été tenu. Enfin, il y a peut-être aussi un agent qui est tout autour. Attention, au début du mercato, quand on souhaitait garder Romain aussi voulait rester. C'est vraiment en fin de mercato que Romain a souhaité partir. Mais bien en amont, il y a eu une succession d'événements qui ont fait qu'à un moment donné, les positions se sont tendues. Mais très honnêtement, moi, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit de l'extérieur, on n'arrive pas forcément à percevoir, etc. Mais je dirais, en fait, tant mieux, en fait, parce que il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on est dans le monde du football et que c'est le sport le plus populaire et qui anime un petit peu toutes les passions qu'on doit forcément tout dire, en fait. Tant mieux, parce qu'autrement, le rêve, ce serait un petit peu... Si vous voulez, à un moment donné, il y a des sujets, on a souvent tendance à dire il y a des sujets qui doivent rester dans le vestiaire. Là, c'est un peu pareil, en fait. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pars du principe que une position publique, elle a d'intérêt, elle doit avoir lieu s'il y a un intérêt derrière. Moi, on m'a même pas demandé, puisque on a donné l'opportunité à Romain de s'exprimer sur le sujet, mais moi, on m'a jamais rien demandé, en fait. Puis là, vous le faites parce qu'on vous le demande, mais c'est pour ça qu'on vous donne la parole aussi. Non, mais je l'entends, mais c'est pas pour autant que je l'aurais répondu, en fait. Dans le sens où c'est pas utile, en fait. Exactement. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un où je me concentre principalement sur le présent et l'avenir. Je néglige absolument pas le passé. Et encore plus concernant Romain, parce que Romain a fait des très belles choses au niveau olympique et tout le monde le remercie encore. Mais moi, je suis quelqu'un qui me concentre sur le présent et l'avenir. Et si demain j'ai une prise de position publique, c'est dans le but de faire changer quelque chose. Et là, j'ai le sentiment que ça servira à rien, donc je préfère rester concentré sur mes objectifs. Ces mauvaises réputations qui peuvent tourner autour d'un club qui n'aurait pas de parole, ça, c'est quelque chose qui vous fait pas peur, par exemple? Non, parce que si vous voulez, moi, je me sens pas concerné par ça.
Okay. Voilà, je suis pas responsable des choses qui ont pu arriver dans le passé. Et je préfère pas m'en occuper, en fait, puisque ça me concerne pas, très clairement. Ça marche. Eh ben, on enchaîne, c'est très, très complet comme réponse. Peut-être, oui, on a fait un bilan, je pense, complet. Morgane, peut-être tu avais quelque chose à rajouter sur ce bilan mercato, peut-être? Non, parce qu'après le bilan, je pense qu'il sera fait plutôt d'ici 4-5 semaines, quand la saison sera finie. Donc, à moins que Monsieur Hamoche ait quelque chose à dire. Mais je pense... Non, la question du mercato, aujourd'hui... c'est difficile, là, toujours pareil, de dire pour vous. Donc, pareil, on vous remercie pour cette venue. On l'avait fait pour vous parliez de ce qui va se poursuivre ensuite sur la vision. On était obligé de revenir sur les dossiers mercato. On nous aurait tanné si on l'avait pas fait. Ah non, mais ça me dérange absolument pas de parler de ça. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une posture aussi de directeur sportif qui vous impose et vous oblige dans votre fonction, évidemment, un droit de réserve, et c'est normal. Ça veut, voilà. Bon. Oui, mais en fait, il est important de comprendre, et alors au début, ça fait un petit peu bizarre dans le microcosme. Peut-être oui, dans le microcosme lillois. Quand je suis arrivé, c'est que ma position est très simple, très claire. C'est-à-dire que je ne confirme pas et je n'infirme pas aucune information en lien avec le mercato, en fait. Parce que vous n'avez pas à faire ça. Parce que j'ai pas à faire ça, et parce que j'ai d'autres choses à faire, en fait, tout simplement. Mon temps, il est précieux, et je l'optimise, et je perds pas mon temps à commenter les rumeurs mercato, parce que des rumeurs mercato, il y en a tous les jours, en fait. Donc voilà. Maintenant, pour expliquer très brièvement, je dirais, la manière de voir les choses sur le prochain mercato, en fait, il faut dissocier deux situations. Si on est dans une situation où on n'a pas toutes les contraintes liées à la situation sanitaire, et donc les conséquences financières, si on a de la visibilité sur les droits télé, si on a de la visibilité sur le retour du public dans le stade, si on a de la visibilité sur la division dans laquelle on va jouer, je vais axer mon travail sur un scénario. Et alors, dans ce scénario, il y a forcément des aléas qui sont liés au mercato en lui-même, c'est-à-dire des éventuelles offres qu'on ne peut pas refuser, ce genre de choses. D'humeur voilà. Aussi, de joueurs. Ouais. Ou des choses. Alors, on peut tout imaginer, mais c'est des situations classiques à gérer dans le monde du football. Là, on est dans une situation où on a des incertitudes au niveau des droits télé, le retour du public dans le stade, la division dans laquelle on va jouer. Donc aujourd'hui, les scénarios que je dois envisager, c'est x4, x5. Donc c'est vrai que c'est une tâche très difficile, mais je m'y affaire quand même avec plaisir. Juste par rapport à ça, justement, je voulais en parler tout à l'heure, mais on va peut-être en parler dès maintenant. Est-ce que, par exemple, sans donner de nom, évidemment, mais est-ce qu'il y a déjà des discussions entamées à l'heure actuelle pour le prochain mercato? Et si oui, comment elles se gèrent, en fait, justement, parce qu'il y a une situation qui est tout à fait nouvelle, puisqu'il n'y a pas de projection, même à un mois, en fait, ou 2 ou 3, parce qu'on ne sait pas où Nîmes jouera l'année prochaine, on ne sait pas si... Le championnat peut être arrêté demain. Mais après, ce qui concerne aussi quasiment tous les clubs aujourd'hui en Europe, hein, clairement, comment on travaille, comment on bosse par rapport à cette situation? Par exemple, vous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sans donner de nom encore une fois, mais est-ce que vous discutez déjà avec des joueurs? On sait que Melling et Kuba, ça s'est fait largement en amont. Fin mai, il y avait déjà un accord pour Melling, donc je me doute qu'au printemps, c'était déjà bien avancé. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour cet été, vous avez peut-être pas des accords, mais vous arrivez quand même à avancer ou pas dans ces dossiers-là? Oui, quand même, parce que déjà, je m'attache à ce qu'on applique notre méthodologie, notre mode de fonctionnement au niveau du scouting. Peut-être qu'on en parlera après, oui. mais en tout cas, la méthodologie qu'on applique nous permet, de fait, de pouvoir déjà anticiper et se préparer à différents scénarios. Après, quand on affine un petit peu plus les choses, oui, en effet, j'établis des contacts, bien évidemment, avec des clubs, avec des joueurs, avec des agents, parce que
parce qu'il est important de sonder déjà, de voir un petit peu la faisabilité. Par contre, globalement, dans le milieu du football, il y a une assez bonne réceptivité de la part des différents interlocuteurs en ce moment, justement liée à toutes ces incertitudes. Et parfois même que ces incertitudes en arrangent certains, en fait. Donc, très clairement, aujourd'hui, c'est une mission qui est difficile. Mais quand même oui, on arrive quand même à établir des contacts, aller un petit peu plus loin dans les contacts, mais toujours avec en mettant en avant cette réserve en fait liée à la période. On passe à cette donc l'aspect scouting qu'on voulait évidemment étayer, cette vision du poste de directeur sportif. On va rentrer au cœur du sujet, de la vision vraiment de directeur sportif, la fonction même, ce qui nous intéresse. On a mis 1 heure à y arriver, mais on y est enfin. Alors, on en parlait juste en amont. Vous me disiez, j'ai déjà développé sur Midi Libre, sur la presse locale, ma vision du directeur sportif. Alors, juste revenir un petit peu en amont sur celle-ci, est-ce qu'il y a évidemment des personnes qui vous ont nourri dans votre parcours? On en parlait tout à l'heure. Alors, on va parler des différentes phases de concrétisation de joueurs, puisque vous avez sorti la Gazette de Nîmes et Colin Delprat ont sorti une double page même d'ailleurs qui évoque voilà les phases du mercato, de l'observation jusqu'à la concrétisation du deal. Vous avez travaillé à Lille avec Luis Campos et vous m'aviez dit autre chose. Vous avez travaillé avec Ralf Rangnick, qui est donc l'ancien directeur technique du Rasenball Leipzig. Je dis Rasenball, hein, je sais que ça, je vais pas dire Red Bull, et qui est très réputé en Allemagne. C'est un monsieur qui a une énorme réputation. Récemment, il était même sondé du côté de Milan. Ça a failli se faire. C'est un monsieur qui il est sondé par Schalke pour remonter. Et il a même postulé au candidat de sélectionneur. Alors lui, la voie différente, c'est que c'est un monsieur qui a entraîné au haut niveau, puisqu'il a entraîné Offenheim, je crois. Il a même peut-être entraîné Schalke, oui, en effet. Leipzig aussi. Et Leipzig aussi, quand ils sont en Détroit, il me semble. Mais c'est lui qui est clairement le créateur de ce projet Leipzig. Et puis Luis Campos, qui a monté ce qu'est Lille aujourd'hui, entre autres, hein, notamment, bien sûr. Juste, est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que ces deux messieurs-là ont été primordiaux pour vous? Quelles anecdotes avez-vous avec eux? Alors, c'est un sujet très vaste, c'est une question très vaste. Mais comment Luis Campos... chez eux, ouais, voilà. Comment on travaille avec eux? Comment ces hommes-là ont construit ce que vous êtes aujourd'hui dans votre méthode de travail? Et je pense que c'est ce qui nous intéresse de savoir, nous, pour aller un petit peu plus profond dans ce qu'on avait pu lire dans la Gazette de Nîmes, qui était déjà très complet, mais voilà, peut-être avoir un petit peu plus d'approfondissement sur votre vision et surtout votre manière de procéder. Déjà, je fais une grosse distinction entre Luis Campos et Ralf Rangnick pour ce qui est de mon parcours personnel, puisque Luis Campos, on a travaillé ensemble. On a une relation qui est vraiment très très proche, même encore aujourd'hui. Alors que Ralf Rangnick, on n'a pas travaillé ensemble. Ralf Rangnick, on se connaît. On se connaît bien. Il m'a proposé de travailler pour le groupe Red Bull à un moment donné quand j'étais à Lens. On s'est connus quand j'étais à Lens. Au moment où Luis Campos vous débauche? Juste avant, ok. Ouais, juste avant. Il m'avait invité à Leipzig. J'avais passé 3 jours là-bas où j'avais pu justement visiter un peu les installations. J'avais pu un peu découvrir le modèle, le mode de fonctionnement. Leipzig, c'était cette année-là. Leipzig était premier de 2e division, donc il n'était pas encore en première division. Oui. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire aujourd'hui quand je vois le parcours de Leipzig, qui est incroyable, qui est incroyable, mais à l'époque on y croyait fortement, quoi. C'était programmé de toute façon. C'était programmé en fait, très clairement. Leipzig, c'est intéressant parce qu'on n'est évidemment pas dans le même délire, j'ai envie de dire, qu'au Nîmes Olympique, où le budget était tout à fait différent. À Red Bull, enfin à Leipzig, il y a du budget, à Salzbourg aussi, mais il y a quand même une vraie méthode de travail sur formation, post-formation aussi, ce qui est intéressant. Et je lisais récemment une interview où en fait Ralf Rangnick disait que lui, ce qui l'intéressait, c'était avant 23 ans et après ça ne l'intéressait pas. On voit un petit peu à Nice également, c'est ce qui se fait en ce moment.
la méthode de travail, elle est pas du tout la même à Nîmes parce que on n'a pas le même budget, on doit s'accommoder aussi des contraintes que posent les finances du club. Mais juste, voilà, comment vous, voilà, comment ces messieurs-là... Pour l'anecdote, on avait un petit désaccord avec Ralph à ce niveau-là parce que bon, voilà, c'est vrai que je suis assez attiré par les jeunes à fort talent, etc. Et c'est un sujet qui m'a toujours vraiment intéressé. Et forcément, voyant un petit peu le projet Red Bull se développer avec que des jeunes joueurs, ça m'interpellait énormément. Et je lui dis oui, mais est-ce qu'il faudrait pas quand même avoir 3-4 joueurs d'expérience dans l'équipe? D'ailleurs, c'est un sujet qui revient au niveau olympique. Enfin, oui, non, pas forcément. On est encore dans une autre configuration puisque les moyens sont tout autres. Mais c'est un sujet qui est revenu après par la suite à Lille et ça a fait l'objet d'un très gros désaccord, notamment avec Marcelo Bielsa. Ralph, non, il était convaincu. Il me disait non, Reda, on veut du 100% jeune, on veut pas 2-3 joueurs d'expérience parce qu'on estime que nos jeunes joueurs sont tellement forts, sont tellement de qualité que ça compense en fait le manque d'expérience qu'on pourrait qu'on n'aurait pas, quoi. Et justement, vous étiez en désaccord avec ça alors? Oui, tout à fait, et parce que moi je pense qu'on a besoin quand même de quelques joueurs cadres dans une équipe, mais il est vrai, mais là où ils étaient sûrs d'eux, c'est que ils n'étaient pas sûrs d'eux que uniquement sur la qualité des joueurs qu'ils recrutaient, ils étaient sûrs d'eux également sur les méthodes qu'ils utilisaient. Dans le groupe Red Bull, il y a véritablement des principes qui sont vraiment très ancrés, très identifiés. Et ceux qui ne sont pas en capacité de pouvoir intégrer ces principes sont tout de suite... on perd pas de temps avec eux, en fait. Là, on parle bien de scouting et pas de formation des jeunes. On parle de scouting, de formation, mais également des principes de jeu qui concernent les pros, en fait. Ouais. Chez les pros, il y a des principes de jeu. Moi, j'ai vu les entraînements des pros là-bas. Très clairement, il y a des principes qui sont permanents dans chaque séance d'entraînement, dans chaque exercice. Ça revient. Et ça, justement, c'est super intéressant puisque donc ça a été édicté par Ralf Rangnick, du coup. Alors là-bas, il est appelé directeur technique et pas directeur sportif. Est-ce que ça change quelque chose ou c'est absolument pareil? Mais justement, est-ce que moi c'est ça qui m'intéresse de savoir, est-ce qu'un Nîmes Olympique, alors encore une fois à notre échelle avec des moyens qui sont tout à fait différents, pas de problème, mais est-ce que ça vous a nourri de se dire on peut nous aussi imprimer quelque chose au niveau du club ou est-ce que ça vous a inspiré, pas qu'au niveau du scouting, dans un projet global? Oui, alors le projet Red Bull, il a mis une bonne dizaine d'années à se mettre en route. Et plus dans les principes. Et avec des moyens énormes. Oui. Maintenant, oui, je pense que c'est plus facile d'aborder le travail quand on a des principes vraiment identifiés, ancrés. Ça permet d'avoir un fil conducteur et ça permet à tout le monde d'y voir très clair, en fait. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'écarte pour le Nîmes Olympique. D'autant plus que je trouve, je pense que vous n'allez pas me contredire, je pense que à Nîmes, il y a déjà des fondations quelque part. Quand on voit l'équipe jouer, il y a des choses qui ressortent en termes de valeurs. Et forcément, il y a certains principes de jeu qu'on peut adosser à ces valeurs. Les sorties de balles propres. Oui, non, les sorties de balles propres, mais je pense notamment au football de transition. Voilà, transition rapide. Voilà, les transitions offensives, défensives, défensives, offensives. C'est un sujet que les joueurs affectionnent particulièrement à Nîmes, mais pas qu'à Nîmes. Voilà, tous les petits principes qui sont en lien avec les transitions, les réactions à la perte du ballon, voilà, c'est plein de petits principes qui peuvent nourrir une identité de jeu, en fait. Et ça, justement, vous n'êtes pas contre vous êtes plutôt pour la nourrir ou pour apporter quelque chose de nouveau, totalement opposé, ou plutôt justement d'aller dans ce sens qui est déjà existant à Nîmes? Alors oui, maintenant... On en a déjà un petit peu les prémices avec Pascal Planck. Oui.
qui justement a travaillé également dans des grands clubs et qui s'est beaucoup inspiré, qui s'inspire toujours en permanence des différentes évolutions. Et aujourd'hui, on prend l'exemple des pieds inversés quand on met avec Ferrat, Eliasson ou Yacine Benraou. Par exemple, le fait de mettre ces joueurs-là dans d'autres conditions n'empêche pas le football de transition, en fait. On pourrait penser que on met des pieds inversés pour jouer un peu plus vers l'intérieur. Oui, mais on peut solliciter le football, le jeu vers l'intérieur, mais tout en développant une autre forme de transition offensive. Et c'est ce qu'on arrive à plutôt bien faire. En tout cas, on l'a réussi quand même à bien le faire sur certains matchs. Est-ce que Morgan ou Merlin, vous voulez intervenir et poser une question qu'on avait rédigée auparavant, ou est-ce que je me lance moi, parce que j'ai Vas-y, j'entends. Moi, je vous laisse préparer vos questions pour la suite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand même que depuis votre arrivée, il y a une mise en place d'une véritable cellule de recrutement, du moins au niveau des pros, qui n'existait pas avant, puisque l'ancien directeur sportif, Laurent Boissier, n'avait même pas la volonté de travailler avec une cellule de recrutement, travailler tout seul sur Wisecout. Je sais jamais s'il faut bien prononcer Wisecout ou Wisecout. C'est Wisecout. Wisecout. Bon, ça va, j'étais bon alors. Qui est donc un logiciel de vidéo sur les joueurs du monde entier pour se faire une idée de vous travaillez avec une toute petite cellule de recrutement, 3 personnes, un head of, je sais pas comment on pourrait dire. La mode, les heads en Angleterre. Ouais, et à Marseille aussi récemment, mais on va éviter. Mais juste, alors, qu'est-ce qui a changé? Évidemment qu'il y a une nouvelle cellule de recrutement à Nîmes par rapport à il y a 1 an et demi, mais comment on pourrait définir la méthode Amash, concrètement, qui découle de ce que vous avez connu à Lille avec Luis Campos? Tout à l'heure, on parlait, vous avez une méthode un petit peu rare, on va dire, sur le découpage des territoires. C'est bien ça. Est-ce que c'est possible de nous dire la méthode Amash et comment elle s'exprime et en quoi elle se différencie de ce qu'on peut peut-être voir ailleurs, notamment en France ou même en Europe, et sur quoi pour vous, sans dévoiler toutes les méthodes de fabrication bien sûr, parce qu'il y a quand même droit de réserve qu'on pourrait comprendre, qui permet de se distinguer d'un club qui a le même budget ou qui a les mêmes ambitions? Alors, vous avez évoqué un petit peu Luis Campos et il s'avère que avant de travailler avec Luis, j'avais déjà une certaine vision de la méthodologie que j'aurais pu trouver optimale. Et le fait d'avoir travaillé avec lui, quelque part, ça m'a permis de valider certaines idées que j'avais du scouting, notamment en termes de méthodologie, de fonctionnement, notamment au niveau des profils des scouts. Voilà. Maintenant, pour être un petit peu plus précis, en fait, il est important déjà de déterminer les objectifs. Quand on parle de méthodologie, il est important d'évoquer les objectifs. Notre objectif au niveau de la cellule de recrutement, c'est d'aborder les choses de 3 axes. Il y a déjà, je dirais, pour appeler ça du pragmatisme, c'est-à-dire que on est dans la construction de l'effectif. Voilà, on a des discussions permanentes avec le coach sur la détermination des profils et des besoins de l'effectif. Et là, sur cet objectif, on est sur un travail en amont en perspective du prochain mercato. Donc là, on a un scout qui part avec l'objectif d'aller chercher un neuf qui fait des piquets. Non, j'y arrive après. Le deuxième, en fait, on a 3 objectifs, mais les objectifs sont indissociables, en fait. Il y a un travail longitudinal qui est fait tout au long de l'année et des années, avec toujours en tête les 3 objectifs de manière permanente. Donc, le premier objectif, donc, je vous l'ai expliqué, la préparation du prochain mercato. Le deuxième objectif, c'est tout ce qui relève de l'anticipation. Donc là, on est vraiment dans la préparation de l'avenir et on est sur un travail longitudinal en perspective des prochains mercatos. La différence avec le premier objectif.
C'est-à-dire, juste, là, vous anticipez ce que vous pensez qui va arriver en termes de départ, par exemple. Ou est-ce que, non, sur tous les postes, vous savez que vous avez... Là, on est plus sur les arrivées. C'est-à-dire que l'objectif final de toute cette méthodologie, c'est d'être en capacité de déterminer différentes shortlists qui puissent nous permettre de répondre à n'importe quelle situation. Et des situations qu'on peut prévoir, mais également des situations imprévues, en fait, tout simplement. Donc, le troisième objectif, c'est les opportunités. Parfois, il tombe des opportunités qu'on n'avait pas forcément inscrit dans je dirais, tout ce qui a émergé du travail des recruteurs. Parce qu'on croise un Mbappé... Ouais, par exemple. Non, voilà. Et donc nous, alors pour être un peu plus précis sur la méthodologie, on a découpé les pays en fait en 4 catégories. Ouais. Donc on a catégorisé les pays. Donc on a les pays majeurs, les pays prioritaires, les pays secondaires et les pays mineurs. Alors juste par rapport à cette classification, comment elle se fait par rapport au niveau du championnat en question, ou elle se fait par rapport à vos capacités budgétaires par rapport, par exemple, je sais pas, on va dire, je sais pas, un championnat croate par exemple, est-ce qu'il peut être pour vous prioritaire parce qu'on sait que le niveau est bon et parce qu'en termes de budget, Nîmes pourra s'aligner? Comment elle se fait cette classification? Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce qu'elle évolue par exemple avec un club comme Lille par rapport à Nîmes? Ou est-ce qu'elle... Non, c'est juste une histoire de niveau. Oui, la classification des pays nous permet d'établir l'étape d'après. En fait, la classification des pays est juste une étape. En fait, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y fait dans ces pays et quel pays, nous, on considère comme plus important. Est-ce qu'il est plus important d'aller regarder un match de première division en Allemagne, ou est-ce qu'il est plus important d'aller voir un match de première division au Portugal ou en Belgique? Donc là, se pose la question de la pertinence. Ouais. En fait. Donc c'est les deux en fait. Budget et niveau. Oui, exactement. Ouais. Budget, niveau, mais également... alors après, il y a la connaissance du marché en question qui entre après en ligne de compte. C'est qu'il y a certains pays où il y a pas mal de joueurs qui sortent. Pas trop connus. Ouais, exactement. La Turquie notamment. Je pense notamment... Turquie, non? Oui, non, la Turquie. La Turquie, c'est un marché que j'aime beaucoup. Et qui n'est pas forcément très connu sur les jeunes. Alors, parce que c'est pas forcément le meilleur des marchés pour les très jeunes joueurs. Mais par contre, les joueurs qui jouent déjà en pro sont des joueurs qui généralement s'adaptent très rapidement et très facilement à la Ligue 1 parce qu'on retrouve pas mal de similitudes dans ces deux championnats. Je pense notamment à la Slovaquie. Ouais. La Slovaquie, par exemple, c'est un pays où il y a beaucoup de jeunes gardiens de but qui jouent en Slovaquie. Et on retrouve parfois des gardiens de but qui ont 21, 22 ans, mais qui jouent déjà en pro titulaire depuis 4 ou 5 ans. Donc, par exemple, pour les gardiens de but, la Slovaquie est un très bon marché. Mais voilà, il y a des marchés où il y a un turnover important au niveau des joueurs. La Belgique, les Pays-Bas, ce genre de choses. Et puis il y a des marchés qui sont intéressants parce qu'on retrouve pas mal de similitudes avec la Ligue 1. Donc on a parlé de la Turquie, mais je pense aussi à la Pologne, par exemple. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs en Pologne, de matchs de première division. Il y a une très très grosse intensité sur les matchs de première division en Pologne. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal en Ligue 1, quoi. Donc la méthode à match serait surtout une bonne connaissance, en fait, avant tout des territoires observés, en fait, de s'adapter à chaque fois, de connaître les besoins, de savoir aussi dans quel contexte évolue votre club, parce que par exemple, vous aurez peut-être pas la même vision de la Slovaquie si vous étiez en D2 anglaise, peut-être que votre demande, en fait, par rapport à la Slovaquie ne serait pas la bonne, parce que le championnat dans lequel vous êtes, en fait, vous adaptez au club dans lequel vous êtes par rapport à ses demandes. Le championnat où il évolue, c'est surtout
un bon maillage du territoire et surtout une bonne connaissance du territoire. C'est primordial d'avoir une bonne connaissance de ces territoires. Aujourd'hui, quand on discute, si un jour vous venez, vous vous asseyez avec nous dans une réunion de scouting, parfois on échange sur certains clubs, mais si on vous donne le nom du club, vous allez me regarder, mais il nous parle en quelle langue, il sort d'où ce club, etc. Et pourtant, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un des clubs où il y a énormément de joueurs qui sortent, des clubs qui sont importants dans le pays en question, etc. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est des étapes, donc il y a la classification des pays. Une fois qu'on a classifié les pays, derrière on les répartit en fonction du nombre de scouts. Donc il y a 3 scouts qui travaillent au sein de la cellule de recrutement. Aujourd'hui, j'ai à peu près 8-9 pays par scout qui sont couverts par chaque scout sur une période donnée, en l'occurrence 3 mois. C'est-à-dire, j'ai pendant 3 mois. Donc c'est une zone géographique spécifique. Exactement. Ces 9 pays sont des pays voisins, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Voilà, exactement. Donc il y a une zone géographique, donc à peu près 8-9 pays couverts par le scout pendant 3 mois, en live et à la vidéo. Donc je vous laisse imaginer l'énorme capacité de travail dont doivent faire preuve les scouts, parce que enfin, après il faut pas se mentir, couvrir l'ensemble de ces pays en 3 mois, c'est pas possible. Par contre, l'intérêt de la méthodologie, c'est que tous les 3 mois, les scouts switchent entre eux et gardent le rapport Ils vont dans le pays, par exemple, l'Argentine. Monsieur A part de l'Argentine. Monsieur B revient et lit le rapport de Monsieur A avant de commencer son analyse de l'Argentine. Alors, il y a 2 choses. D'une part, à l'issue de ces 3 mois, on établit déjà des shortlists. On commence déjà à affiner. Et les scouts entre eux n'ont pas accès au rapport, en fait. D'accord. Voilà. Les scouts, voilà. Peut-être mieux d'ailleurs. Exactement. En fait, si on doit résumer cette méthode, on appellerait ça la méthode comparative. Donc l'idée, c'est d'avoir une confrontation des points de vue entre les scouts et moi qui observe le fonctionnement et les rapports des uns et des autres et qui échange avec les uns et les autres. J'arrive à percevoir ces contradictions qui justement font avancer. Et donc, à l'issue des 3 mois, il y a changement des zones. Et par contre, celui qui arrive dans la zone jette un œil sur les shortlists, forcément, puisqu'il y a des joueurs prioritaires qui commencent à émerger. Mais ils ont également l'obligation d'aller voir les clubs qui n'ont pas été couverts, pour le coup. Et donc, l'intérêt de la méthodologie, c'est qu'à la fin de la saison, et encore plus à l'issue de 2-3 saisons de fonctionnement, là, on commence à avoir une parfaite connaissance des différents secteurs et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Et là, par rapport à ça, quand vous définissez, pour finir aussi avec ces pays, quand vous les définissez, on parle purement football. On n'est pas dans une logique qu'on a vue dans certains grands clubs de recherche médiatique ou de recherche marketing. Vous n'êtes pas là, on va recruter. On va pas recruter Ueda parce qu'il vient du Japon, c'est un gros marché pour Nîmes éventuellement. Je pense qu'il est là pour le sportif avant tout aussi. Oui, clairement. Aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, le Nîmes Olympique n'est pas suffisamment structuré pour pouvoir aller sur ce terrain-là en fait. Aujourd'hui. Si le fait d'avoir Ueda nous fait gagner tant de followers, ça nous fait pas grandir plus que ça en fait, clairement. Ouais, c'est intéressant. Mais juste avant de faire une pause, on a déjà bien parlé, de faire une dernière partie. Justement, les 3 premiers joueurs qui ont été recrutés avec cette méthode, c'est donc Melling, il y en a même 4. Melling, Koné peut-être, Eliasson et Koubas, si je me trompe pas. Ça fait 4. Et est-ce qu'on peut rajouter Karim Aribi ou pas? Alors, un peu plus dur pour Karim Aribi, qui est une piste un peu plus... Non. Déjà, les premiers joueurs qui ont été recrutés, ce sont Moussa Koné, Nolan Roux et Yassine Benraoui. Nolan, c'est pas vous? Non, alors, je m'inscris en faux, puisque j'en ai entendu aussi pas mal. Sur un joueur comme Nolan Roux, par exemple, je vous coupe, pardon. Est-ce qu'on a besoin de faire vraiment un rapport de... Non, mais voilà. je suis d'accord là-dessus. Sur le fait... je veux dire, Nolan a une expérience tellement importante en Ligue 1, on le connaît tous. C'est sûr que
le recrutement de Nolan ne provient pas d'un travail de scouting qui a été fait en amont. Ça correspondait à un besoin bien spécifique qui était partagé par Bernard Blacard et moi-même. Donc non, c'est sûr que ça fait pas partie du même mode de fonctionnement. Moussa Koné, c'est différent, mais Moussa Koné, c'est un dossier que je suivais depuis longtemps. C'est un dossier qui coûtait cher à l'époque. Vous avez profité d'une petite administrativement, il y a eu un petit il y a eu une opportunité, oui, en effet. C'est-à-dire que le club de Dynamo Dresden. Alors, faut savoir que le club du Dynamo Dresden, c'est un club extraordinaire. On connaît Allemagne. C'est magnifique. C'est énorme. Moi, j'y suis allé, j'ai vu des matchs en live là-bas directement au stade. C'est une grosse expérience à vivre. Dresden qui jouait qui était dernier de D2 allemande, qui aujourd'hui, je crois, en troisième division. Ils jouent la montée en deuxième division du coup. Ils sont en troisième, ils montent vers le fameux Panayotis Vlachodimos, peut-être vous connaissez, je ne sais pas, l'ex-grande star adorée par les fanatiques de la Sud. Mais bref, c'est pas le sujet. Pour revenir à Moussa Koné, oui, c'est un dossier intéressant justement, Moussa Koné, parce que voilà, vous avez su profiter d'une petite, comment on pourrait dire, administrativement, il y a eu Oui, en fait, en Allemagne, en troisième division, les joueurs étrangers hors Union européenne n'ont pas le droit de jouer. Voilà, n'ont pas le droit de jouer. Et très clairement, à 6 mois de la fin de la saison, le club était très mal engagé pour se maintenir. Donc le risque existait de le perdre librement, gratuitement à la fin de la saison. Et beaucoup de clubs de Bundesliga 1, parce que la Bundesliga en deuxième division en Allemagne, c'est la Bundesliga 2. Oui. Donc là, beaucoup de clubs de Bundesliga 1 souhaitaient le recruter à la fin de la saison. C'était des vrais intérêts? Oui, puisque faut savoir que 6 mois avant, pendant l'été, le Dynamo Dresden a refusé des offres à hauteur de 8 millions d'euros pour Moussa, parce que Dynamo Dresden voulait jouer la montée en première division. D'accord. Donc ils ont refusé des offres à 8 millions d'euros, et 6 mois plus tard, moi j'ai profité de cette opportunité pour le récupérer à 1,5 million, parce que sinon il le perdait libre à la fin de la saison. Et également, si ça a pu se faire, c'est parce que j'ai réussi également à convaincre Moussa de rejoindre de ce projet, et je pense qu'aujourd'hui il le regrette pas. Allez, on fait une petite dernière pause. On est déjà à 1h35 d'audio avec vous. On ne voit pas le temps passer. Et puis on va revenir, on va continuer un petit peu sur toujours cette méthode évidemment, mais surtout sur les épisodes qui se sont passés depuis votre arrivée en 1 an et demi déjà. Et je me doute et je sais qu'il y en a déjà beaucoup et on a de quoi dire là-dessus. Puis on finira sur l'avenir du club, votre vision à long terme pour le Nîmes Olympique et puis évidemment votre plan de carrière. À tout de suite dans le 11e pour la 4e et dernière partie.